Donc je vais essayer d'exposer quelques réflexions sur l'Union européenne et sur la tentative fédérale et ses limites. Tentative fédérale, c'est-à-dire l'idée, bien sûr, de créer une grande fédération européenne en réponse aux difficultés actuelles de l'Union européenne. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est essayer de faire un petit récapitulatif des raisons pour lesquelles on souhaite changer l'Union européenne aujourd'hui dans, euh, dans dans les cénacles d'un certain nombre de pays. Et bien sûr, ces raisons sont liées à une crise, enfin plutôt une triple crise qui a secoué l'Union européenne entre 2015 et 2016 et qui a conduit des propositions de réforme en 2017, à la fois par Jean-Claude Juncker, qui était le président de la Commission à l'époque, et puis par Emmanuel Macron, lui-même suivi par d'autres chefs d'État à la suite de son discours de la Sorbonne. Alors bien sûr, bon, je vais faire des rappels que vous connaissez sans doute, mais il est important de revenir sur les raisons pour lesquelles on a tout d'un coup eu l'impression qu'il fallait changer profondément l'Union européenne. Euh, la première raison, bien sûr, alors dans l'ordre chronologique, hein, il y a bien sûr la crise grecque qui se procure, qui apparaît entre janvier et juillet 2015 et qui est une crise à la fois économique et surtout démocratique. Et même, j'ai envie de dire, une crise euh, institutionnelle pour l'Union européenne. Alors, cette crise, elle est l'un des éléments d'une crise plus profonde, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est la crise des dettes souveraines d'un certain nombre d'États, dont notamment les pays d'Europe du Sud, et qui a conduit à partir de 2011-2012 à mettre en place des politiques d'austérité dans ces États, politiques d'austérité qui ont été très fortes en Grèce et qui ont conduit à de nombreux changements de gouvernement sur cette période. C'était la Troïka donc, qui a mis plus ou moins sous tutelle l'économie grecque. Donc, la Troïka, c'était le gouvernement des trois euh, qui était composé de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, pardon, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Et eh bien, pendant cette crise, le PIB de la Grèce a chuté de 25%, ce qui est vraiment quelque chose de très, très dur, hein, un effondrement économique. Et puis, de très nombreuses mesures d'austérité ont été mises en œuvre qui n'ont pas vraiment fonctionné et qui ont conduit à une crise politique qui a fait émerger le mouvement Syriza et mis au pouvoir Alexis Tsipras. Alors, Alexis Tsipras, lorsqu'il arrive au pouvoir, il promet de renégocier la dette, de mettre fin aux politiques d'austérité, et à partir de là s'enclenche un bras de fer avec la Commission européenne et la Troïka en général d'ailleurs, pour revenir sur les accords et la tutelle européenne de la Grèce. Alors cette crise s'est conclue finalement par la victoire de la Commission européenne et des autorités européennes et après un référendum pourtant réussi, le gouvernement grec a fini par se ranger euh, aux, aux accords, au mémorandum qui lui était proposé. Et ça a entraîné évidemment une crise politique majeure en Grèce, mais également en Europe, parce que finalement, la question de la démocratie a été posée et la question de la légitimité des politiques a été posée, puisque en fait s'affrontaient deux légitimités, une légitimité des traités, hein, c'était ce que disait Jean-Claude Juncker, hein, à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de démocratie contre les traités européens. Sous-entendu, la démocratie ne peut pas légitimement revenir sur les traités qui ont été signés plusieurs années auparavant. Et donc c'est ça, la démocratie elle-même bien une légitimité en tant que telle, hein, c'est-à-dire qu'elle avait élu un gouvernement, une assemblée qui a mis au pouvoir un gouvernement qui voulait renoncer à un certain nombre de cadres des traités et qui n'a pas pu du fait des traités. Donc là, on a une question qui est, à mon avis, fondamentale et qui va se poser dans tout système fédéral, c'est finalement la légitimité de l'échelle fédérale versus la légitimité de l'échelle nationale.
Enfin, j'espère que ça va bien et qu'il n'y a pas de problème de traduction. Euh, S'il y a un souci, dites-le moi. Alors, deuxième crise, là aussi très importante, et qui arrive juste après cette première crise, c'est la crise des réfugiés. Alors, cette crise des réfugiés, elle vient du fait de la guerre en Syrie, et elle met sur les voies de l'Europe plus de 2 millions de personnes, dont 1 million qui va arriver jusque dans l'Union européenne, et beaucoup aussi vont être arrêtés en Turquie. Et ça crée. Alors, les réfugiés arrivent justement en Grèce et dans les Balkans en général, et puis ensuite, ils remontent vers l'Allemagne, puisque l'Allemagne a décidé, avec Angela Merkel, a décidé d'accueillir tous les réfugiés qui venaient, ce qui a entraîné évidemment un flux continu pendant des mois d'été, en particulier l'été 2015, de réfugiés en Europe et sur les routes européennes. Et là, en fait, on a une nouvelle crise qui se fait dans l'Union européenne, puisque la Commission souhaite organiser une répartition de ces réfugiés au sein de l'Union européenne, mais un certain nombre d'États, notamment d'Europe centrale, refusent d'accueillir ces réfugiés. On a même la Hongrie qui crée une barrière, une frontière fermée avec, sur son flanc sud, mais y compris avec d'autres pays comme la Croatie, chacun se renvoyant les réfugiés. Hein. La Croatie elle-même avait organisé des cars pour aller très vite d'une frontière à l'autre et envoyer ces réfugiés en Autriche. Et donc cette question des réfugiés, finalement, elle a mis en avant une déconnexion, une opposition, non pas entre le Nord et le Sud, comme la crise des aides souveraines, mais cette fois-ci entre l'Est et l'Ouest. Et elle a participé à l'émergence d'un bloc d'Europe centrale, hein, le groupe de j'ai oublié le nom. Enfin, bref, un groupe de pays qui refuse, quelque sorte, une forme une organisation d'une solidarité d'accueil des réfugiés qui soit décidée d'en haut, en quelque sorte. Donc là aussi, c'est une crise du fédéralisme, en quelque sorte, hein, puisque l'opposition de légitimité existe entre le niveau national et le niveau européen. Dernière crise, une crise là aussi très importante en Europe, c'est le vote pour le Brexit en juin 2016, et qui va entraîner d'ailleurs euh, 4 ans de conflits, de négociations avec les Britanniques pour organiser la sortie qui va être effective en 2020, en janvier 2020. Alors, ces crises, elles secouent vraiment l'Union européenne. Hein. Elles opposent l'Est et l'Ouest, elles opposent le Nord et le Sud. Elles se posent aussi la question, parce que derrière la crise du Brexit, il y a aussi une crise de financement, puisque le Royaume-Uni était contributeur net au budget européen. Et donc, il faut remettre tout à plat. C'est l'occasion que saisit le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, alors au prétexte des 60 ans de l'Union européenne, hein, de l'anniversaire des 60 ans du traité de Rome, euh, pour publier un livre blanc sur l'avenir de l'Union européenne et qui dégage 5 scénarios possibles en demandant en quelque sorte aux États membres de se mettre d'accord sur le scénario dans lequel l'Union européenne doit aller. Alors le premier scénario, c'est business as usual, hein, c'est-à-dire on ne change rien, on continue. Bien sûr, c'est risqué parce que si on ne sait pas où on va, ben, on peut aussi euh, se planter en quelque sorte ou ne pas organiser correctement l'avenir. Le deuxième scénario, c'est une Union européenne minimum qui serait concentrée sur le seul marché unique. Le troisième, c'est une Union européenne à la carte, avec différents groupes de pays qui feraient un peu ce qu'ils veulent, enfin qui pourraient augmenter l'intégration, mais d'autres pourraient ne pas être dans cette intégration supérieure. L'autre idée, une quatrième scénario, c'est l'Union européenne fait moins de choses, mais elle le fait mieux. Et puis, le cinquième scénario, qui est explicite à ce moment-là, c'est le saut fédéral, hein, qui est intitulé Faire beaucoup plus ensemble, Doing much more together. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce livre blanc, c'est que on ne sait toujours pas, en 2023, ce qui a été choisi par les Européens entre ces 5 scénarios. Et en fait, rien n'a été choisi. Voilà. Donc, on pourrait dire que c'est le scénario 1 qui prévaut, mais en fait, d'autres choses vont apparaître qui vont profondément changer les structures institutionnelles de l'Union européenne. Je vais y venir. Alors là-dessus, je voulais quand même dire un mot parce que c'est un peu Emmanuel Macron qui a lancé la mode des discours d'université, puisque fraîchement élu,
profitant d'un moment un peu de faiblesse, puisque Angela Merkel est en fin de règne, puisque en Italie, il y a comment dire, des tensions politiques fortes à ce moment-là. Emmanuel Macron s'est dit, ben, je vais prendre le leadership de l'Union européenne, et il fait un grand discours. Alors, où il expose une vision assez traditionnelle française, qui est une vision, en gros, de l'Union européenne comme la France en grand. Mais c'est une vision, comment dire, qui, de toute façon, n'est pas partagée par les autres pays européens et qui, finalement, comment dire, ne lance aucun processus. En fait, c'est comme d'habitude, d'ailleurs, très souvent avec les initiatives françaises de cet ordre-là, eh bien, ça se heurte sur la réalité des conflits et des comment dire, d'une les conflits et les visions, voilà, surtout très différentes qu'il y a au sein de l'Union européenne. Donc, la vision française n'est pas partagée par la majorité des Européens, et donc c'est totalement inefficace, puisqu'il propose à la fin de son discours d'organiser des réunions d'autres chefs d'État, en fait, pour avancer dans l'unité européenne. Et personne ne va le suivre, en fait, hein. Et par ailleurs, ce discours était totalement franco-français. Il s'adressait beaucoup à des Français et il n'y avait pas il n'avait pas été négocié au préalable avec d'autres pays. Et alors, le paradoxe de cela, c'est que beaucoup d'idées françaises vont, en fait, contrairement à toute attente, euh, être prises au moment de la pandémie de Covid-19. Et la marche vers le fédéralisme, finalement, eh bien, on peut dire qu'elle a à peu près commencé du fait de la crise du Covid-19. Alors, la question qui se pose maintenant, et c'est la question que je voulais soulever avec vous, c'est est-ce que ce saut fédéral, finalement, qui est apparu contre toute attente, eh bien, c'est véritablement une voie possible et réaliste pour l'Union européenne, et c'est ces contradictions que je voudrais maintenant soulever. Alors, tout d'abord, attendez, si j'arrive à changer de diapo, voilà. Euh, la première chose à dire, c'est que, eh bien, on a une forme d'ambiguïté dans les transformations institutionnelles de l'Union européenne, puisqu'on a, d'une part, plus de fédéralisme dans un certain nombre d'institutions depuis 10 ans. Alors, avant même le discours de Macron, en réalité, je vais y revenir. Mais la mise en œuvre de ces nouvelles institutions fédérales se fait de manière nationale. Donc, on a en fait un mouvement vers des accords qui vont fédéraliser a priori davantage l'Union européenne et une pratique de ces États qui va en fait faire l'inverse, c'est-à-dire renationaliser tout un ensemble de politiques. Alors, je voudrais commencer par évoquer donc les institutions fédérales ou le fédéralisme tel qu'il s'est développé depuis 10 ans dans l'Union européenne. Alors, évidemment, le premier aspect fédéral, c'est tout ce qui s'est tourné autour de la crise, les réponses à la crise de 2007-2008 et en plus particulièrement le retour les conséquences de la crise des dettes souveraines européennes. Alors, la première chose, c'est l'union bancaire qui va commencer en 2012, qui est directement la conséquence de la faillite des systèmes bancaires irlandais et espagnols, et chypriotes également et d'autres, et la conséquence aussi de la crise de 2007-2008. Et ça constitue de fait une institution fédérale, puisque maintenant, au lieu que ce soit les banques centrales nationales avec leur propre politique qui supervisent les grandes banques, enfin toutes les banques du pays, eh bien on instaure une supervision fédérale, c'est-à-dire au niveau de la BCE, de toutes les banques systémiques. Alors, pas toutes les banques de l'Union européenne, mais uniquement celles qui sont considérées comme systémiques, c'est-à-dire qui, dans leur faillite, pourraient entraîner une faillite systémique. Alors, cette supervision bancaire, eh bien, c'est un pas clair dans le fédéralisme, et en même temps, elle est incomplète, comme le rappelle Joseph Stiglitz dans son ouvrage de 2016, incomplète parce que il n'y a pas de solidarité budgétaire. C'est-à-dire que si il y a une crise systémique dans un pays, eh bien, cette crise systémique, eh bien, ce sera le pays qui devra rembourser ou gérer financièrement la crise. Et donc, évidemment, elle n'est que moyennement crédible, puisque si un système bancaire dans un pays fait faillite, eh bien, on ne voit pas comment c'est possible hein, de faire face
enfin, certains pays ne pourront certainement pas faire face à une crise systémique de grande ampleur. Néanmoins, la supervision de la Banque centrale européenne fait que, eh bien, régulièrement, on essaye de renforcer les règles au sein des banques et donc d'harmoniser en quelque sorte davantage les règles de manière à éviter ce qui s'est passé, encore une fois, en Irlande et en Espagne en 2008-2009, et qui a conduit de fait à ce que ces deux pays fassent appel à l'aide européenne. Euh, Deuxième aspect fédéral, toujours dans le système bancaire et financier, eh bien, l'apparition, alors, ça commence dès 2010, mais en fait, c'est vraiment étendu à partir de 2015, du quantitative easing européen, c'est-à-dire du rachat par la Banque centrale européenne sur les marchés financiers par création monétaire, on pourrait dire, euh, des titres financiers, notamment des titres de dette publique. Alors, ces programmes de rachat de titres de public, essentiellement, ont été renforcés par la crise du Covid-19 en 2020, à tel point qu'aujourd'hui, 40% de l'ensemble des dettes publiques sont détenues par le système européen des banques centrales. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la Banque centrale européenne, eh bien maintenant, elle accompagne, ce qu'elle ne faisait pas avant, elle accompagne le financement public, puisque même si elle n'a pas le droit et elle ne fait pas, elle n'a pas le droit d'acheter directement des dettes, titres de dette, eh bien, elle manipule les cours de ces dettes et donc les taux d'intérêt auxquels les États empruntent. Elle a même mis en place récemment, je crois en 2022, un instrument spécifique, 2021 peut-être, un instrument spécifique, oui, je crois que c'est l'été 2021, donc dans l'été 2022, je ne sais plus. Voilà, en tout cas, c'est récent. Un instrument donc spécifique qui vise à réduire les écarts de taux entre pays. C'est le TPI, le Transmission Protection Instrument. Et là, c'est très intéressant parce qu'au lieu de chercher à baisser les taux d'intérêt partout, eh bien maintenant, elle va chercher à baisser les taux d'intérêt dans les pays qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Donc ça, c'est une conséquence directe de la crise des dettes souveraines européennes. Et là, ce qu'elle veut surtout pas, la Banque centrale européenne, c'est qu'une telle crise se reproduise. Donc elle accepte un certain nombre d'écarts de taux d'intérêt entre les différents pays européens, mais cet écart ne doit pas être trop important. Et donc maintenant, elle a un instrument spécifique pour réduire les taux au cas où certains taux deviendraient insoutenables pour certains pays. C'est aussi une conséquence, en quelque sorte, à la fois de la fin du quantitative easing. Donc, il a fallu trouver un autre instrument pour aider les pays les plus fragiles financièrement, mais c'est aussi la conséquence, on va le voir tout à l'heure, du Covid-19, c'est-à-dire du fait que certains pays ont été très durement touchés par le Covid, alors qu'ils étaient déjà fragiles financièrement. Je pense notamment à l'Espagne et à l'Italie. Troisième instrument fédéral, là aussi, qui a commencé dès 2012, hein, c'est les politiques de supervision des budgets publics avec le semestre européen. Et c'est en fait l'idée que pour coordonner mieux les politiques budgétaires en Europe, eh bien, on demande aux États membres au moment de la préparation du budget, d'obtenir l'aval de la Commission européenne, donc de négocier avec la Commission européenne leur propre budget. Donc ça, c'est bien là aussi un renforcement du niveau fédéral européen sur le niveau national, avec là aussi des crises de légitimité qui se produisent. Et on l'a vu en 2018, en décembre 2018, lorsque Paolo Conte est devenu Premier ministre d'Italie, eh bien, il y a eu des négociations très dures, hein, qui se sont d'ailleurs traduites par une forme de compromis tout de même entre l'Italie et l'Union européenne sur le niveau de budget, le niveau de déficit du budget italien, alors même que ce déficit était en fait inférieur à 3% du PIB italien, mais hors de la trajectoire qui avait été préalablement négociée par le gouvernement précédent. C'est-à-dire que même nouvellement élu, le Premier ministre italien devait respecter les engagements de ses prédécesseurs. Enfin, le dernier instrument, et c'est sans doute celui-là qui apparaît le plus important aujourd'hui, c'est le plan de relance européen, hein, le Next Generation EU Plan en anglais, qui est vraiment, là, est un grand pas en avant, nous dit-on, vers le fédéralisme européen. Alors,
En quoi ce plan, donc j'y reviens très rapidement, mais il faut comprendre ici l'intérêt politique de ce plan, la nouveauté politique, c'est que pendant des années, le gouvernement allemand avait refusé systématiquement la création d'eurobonds, hein, donc d'euro-obligations, euh, c'est-à-dire d'un endettement commun. Chaque pays devait s'endetter spécifiquement. L'Union européenne ne pouvait pas s'endetter, donc c'était interdit hein, de s'endetter. Euh, et, euh, et donc, l'idée de mutualiser les dettes était impossible a priori à mettre en œuvre. Et ça faisait partie d'ailleurs des revendications de la France de longue date, qui poussaient à l'introduction des eurobonds. Et les Allemands, en fait, s'opposaient absolument à cela. Et puis voilà que, eh bien, à l'issue de la crise du Covid, c'est-à-dire à l'été 2020, eh bien, l'Allemagne se range derrière l'idée hein, qu'on allait pouvoir organiser un emprunt européen pour venir en aide aux pays les plus touchés à l'époque par le Covid, qui étaient l'Italie et l'Espagne. Alors, ce plan, c'est un plan quand même assez ambitieux, puisque au total, il vise à, à- à investir à peu près 750 milliards d'euros, ce qui correspond à 70% du budget européen. Donc, ce n'est pas un doublement du budget européen, mais tout de même, c'est assez important. Alors ensuite, il faut voir que sur ces 350 milliards, en fait, il y a 360 milliards qui sont en fait une possibilité de prêt, d'emprunt à bas coût. Et ça, en fait, ça a été en fait assez peu utilisé par les pays, puisque les taux d'intérêt étaient en fait assez faibles, qui n'avaient pas forcément besoin de l'Union européenne pour emprunter. Il y avait aussi 390 milliards, donc ça c'est important, d'aides directes, donc financées sur budget européen. Mais ces aides directes, eh bien, elles aussi étaient, pour certaines d'entre elles, déjà affectées, donc il n'y a pas 390 milliards d'euros d'argent nouveau en fait. Hein. La troisième particularité de ce plan, c'est que il s'appuie sur des recettes qui n'existent pas, qui sont à trouver, puisque le remboursement de ces obligations se fera donc sur le budget européen à partir de 2028. Mais à partir de 2028, donc ça veut dire à partir du prochain budget de l'Union européenne, hein, puisque les budgets sont sur 7 ans, donc on est en 2021-2027 en ce moment sur ce budget-là, mais à partir de 2028, il y aura donc un nouveau budget et il va falloir augmenter les recettes fiscales du coup d'un certain montant, enfin peut-être pas de 70% parce que tous les milliards prévus ne vont pas être pardon, ne vont pas être dépensés, mais il faudra tout de même trouver des recettes propres pour l'Union européenne. Or, ça veut dire créer des impôts européens. Or, il n'y a pour l'instant aucun accord réel, hein, même s'il y a des pistes sur une nouvelle fiscalité européenne. Et ça va être un des enjeux importants des prochaines années et un élément très important du fédéralisme européen, puisque finalement, si on veut un fédéralisme européen, il faut des taxes européennes. Or, jusqu'à présent, les recettes fiscales de l'Union européenne sont très faibles, puisque l'essentiel du budget européen vient des dotations des États. Et là, on sait bien que, a priori, on veut éviter d'augmenter les dotations pour financer le remboursement de ce grand emprunt, mais donc, il va falloir trouver une fiscalité européenne. Et bien sûr, le problème d'une fiscalité, c'est qu'elle ne va pas toucher de manière symétrique tous les pays. Donc, elle pourrait être considérée comme injuste par certains États par rapport à d'autres. Deuxième élément, et donc c'est ça ce double mouvement, c'est on voit donc ces institutions, ces programmes européens, ces règles nouvelles qui apparaissent faire de l'Union européenne quelque chose de plus fédéral, mais en même temps, il y a une mise en œuvre qui, elle, reste essentiellement nationale. Alors, si on prend simplement le plan de relance européen, un Next Generation EU Plan, euh, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que les fonds de ce plan sont alloués aux États à partir de projets nationaux et aucun argent de ces fonds européens n'ira dans l'investissement d'infrastructures d'échelle européenne. C'est en fait ce plan de relance, il fonctionne un peu comme un droit à tirer hein, des gouvernements qui peuvent récupérer de l'argent d'une ferme de fonds communs euh, sans forcément financer des infrastructures qui soient un intérêt général européen. Donc en fait, on n'a pas dans ce plan européen
finalement on a un financement européen, mais on n'a pas de projet européen. On n'a qu'une succession de projets nationaux. Et même ces projets nationaux, quand on regarde un peu plus dans le détail, en France, par exemple, la négociation avec l'Union européenne, parce que bien sûr, il faut un accord de l'Union européenne, de l'aisselle européenne pour les financements des projets nationaux. Donc il y a une forme de double jeu, c'est-à-dire que le pays dit, moi je veux tant de milliards pour financer telle ou telle chose, et ensuite l'Union européenne accepte ou non. Mais dans ces négociations, eh bien, on a par exemple en France, dans le plan de relance qui a été organisé autour du plan de relance européen, il y avait 10 milliards de baisse d'impôts de production, c'est-à-dire que on a financé avec ce plan, enfin, pas directement avec l'argent européen, mais tout de même dans le cadre de ce plan de relance, eh bien, des politiques de compétitivité qui sont tout sauf, comment dire, qui sont des politiques de guerre économique, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt pénaliser, enfin, avantager ses propres exportateurs et pénaliser donc ses partenaires commerciaux qui sont dans l'Union européenne. Donc c'est un peu paradoxal de mettre dans les plans de relance et de financer une partie des plans de relance par par l'argent européen, des plans de relance donc, qui sont des réductions de fiscalité pour les entreprises au nom de la compétitivité. On a même des plans. Alors, derrière le plan de relance européen, il y avait aussi une composante écologique, de transition écologique, transition énergétique. Et on a parfois des contradictions entre différents pays, puisque la France a mis en place, du coup, un plan hydrogène, de la même façon que l'Allemagne a elle aussi mis en place un plan hydrogène. Et donc, l'Union européenne va financer deux plans qui, quelque part, se contredisent, puisque organiser l'infrastructure qui va être nécessaire pour produire de l'énergie verte et l'hydrogène en particulier, eh bien, ça va entraîner là aussi des guerres entre qui va récupérer finalement les usines et qui va récupérer les infrastructures pour l'hydrogène. En fait, il n'y a pas eu de trêve dans la course à la compétitivité au moment de l'organisation du plan de relance. Au contraire, les fonds du plan de relance, finalement, eh bien, ils participent de la guerre économique que se livrent les pays entre eux, les pays européens entre eux. Alors, deuxième élément, eh bien, le budget européen. Alors, je me suis trompé dans la diapo, j'ai mis 2021-2027, c'est bien sûr. Non, excusez-moi, c'est 2021-2027, pardon. C'est bien ce budget actuel, puisque dans ce budget actuel, donc, qui était négocié en 2019-2020, enfin, dans les années précédentes, eh bien, ce budget, en fait, organise à la fois la réduction des fonds de solidarité, de ce qu'on appelle les fonds structurels, qui baissent de 11%. Alors, ces fonds structurels, ils sont alloués aux régions les plus pauvres d'Europe et financés, du coup, par les régions les plus riches. Ils visent à organiser la solidarité intra-européenne. Et ça, c'est ce qu'on pourrait attendre d'une politique fédérale. La politique fédérale, c'est une politique qui vise à rééquilibrer, en quelque sorte, les territoires les uns avec les autres. Or, eh bien, pour cela, il faut des fonds structurels, et le montant de ces fonds a baissé. Alors ça, c'est une concession qui a été accordée aux pays dits frugaux, qui veulent moins dépenser, en échange de l'acceptation du plan de relance européen. Et puis, quand on regarde aussi une des autres composantes très importantes des politiques budgétaires européennes, c'est la politique agricole commune, et donc la PAC, ou en anglais la ACP. Et cette politique agricole, eh bien, au départ, elle visait à ce que tous les pays aient suivent les mêmes règles en matière de subventions agricoles. Or, dans le budget 2021-2027, une part plus importante de la PAC est allouée à des politiques nationales, ce qui veut dire que la politique agricole a été en grande partie nationalisée. Donc, on voit ici qu'on a des budgets européens, mais en fait, ils sont décidés beaucoup plus aujourd'hui par les États qu'à l'échelle européenne. Et puis, pour terminer sur cet aspect paradoxal, eh bien, pour organiser une fédération, un fédéralisme européen, eh bien, il faudrait qu'on ait une autorité politique qui tranche en quelque sorte les dissensions, qui résout les conflits. Or, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est pas du tout cela. On a plutôt une supervision bureaucratique et donc non politique, qui n'est pas assumée politiquement, et on demande aux pays de respecter les engagements précédents, les règles. Il n'y a pas, du coup, d'échelle fédérale au sens politique du terme. Et ça, je vais y revenir parce que c'est une des raisons de dysfonctionnement de l'Union européenne en profondeur. Un exemple, c'est celui de la Banque centrale européenne pendant la crise grecque. Elle a contribué très clairement
à résoudre la crise grecque en coupant les fonds aux banques grecques. Hein, c'est ce qui a expliqué finalement l'incapacité du gouvernement de Tsipras à répondre à, à répondre enfin, aux exigences de la Troïka. C'est essentiellement que s'il assumait le conflit, eh bien, il pouvait être privé de sa propre monnaie. Et ça, le problème, c'est que c'est pas une autorité politique qui a décidé de couper des fonds aux banques grecques, c'est bien une autorité de fait bureaucratique, la Banque centrale européenne, qui n'a pas de compte politique à rendre ni au Parlement ni à la Commission européenne. Et donc là, il y a un problème qui est que lorsqu'on met en place une bureaucratie qui va décider à la place du politique, de mon point de vue, on n'est pas dans l'ordre de la fédération. Euh, En réalité, pour qu'il y ait un État fédéral, eh bien, il faut qu'il y ait des débats politiques qui soit tranchée par une autorité politique qui soit elle-même légitime. Et c'est pas du tout ce qui se passe dans l'Union européenne actuellement, y compris lorsqu'on a eu le conflit entre l'Italie et la Commission européenne en 2018. Eh bien, ce n'est pas le conflit n'a pas été tranché finalement par une autorité politique légitime, mais plutôt finalement par une Commission européenne qui, pour le coup, n'avait comme argument que le respect des engagements antérieurs. Et il n'y a pas eu de Parlement européen qui s'est qui a décidé d'organiser un vote, par exemple, pour décider si les règles pouvaient ou non s'appliquer pour l'Italie. Donc on a un problème en Europe, c'est qu'il n'y a pas d'autorité politique légitime pour contourner les règles, en quelque sorte, pour trancher les débats. Une deuxième dimension dont je voulais parler, c'est le problème de la faillite de l'intégration économique européenne. Alors, comme vous le savez, l'Union européenne, c'est d'abord un grand marché, mais ce grand marché, il a pris différentes formes. D'abord, jusqu'en 86, enfin jusqu'en 93, parce que ça a été officiellement lancé en 93, il y a eu le marché commun, et puis à partir de 93, on a organisé le marché unique. Alors, c'est le traité de 86, l'acte unique, qui organise le marché unique. Alors, la différence entre marché commun et marché unique, c'est que dans le marché commun, on avait globalement une union douanière et la libre circulation des biens et des services, alors que le marché unique, eh bien, il va rajouter à ces deux dimensions, enfin ce marché commun, la libre circulation des facteurs de production que sont le capital et le travail. Et ça a une conséquence très forte sur l'organisation de l'Union européenne, puisque avec la libre circulation des facteurs de production, eh bien, tous les territoires deviennent en concurrence, non pas simplement pour produire et vendre les marchandises les plus efficaces, ça c'était déjà le cas dans le marché commun, mais pour attirer sur son territoire les investissements. Et donc, on sait en fait ce qui se passe lorsqu'on a un territoire hétérogène dans lequel on va permettre la libre circulation des facteurs de production, c'est que les territoires les plus attractifs pour le capital vont recevoir les investissements et derrière ces investissements va bien sûr venir la main-d'œuvre. Et donc, on a, en raison de cette libéralisation des facteurs de production liés au marché unique, on a des effets d'agglomération qui vont se produire sur le territoire européen. Et ces effets d'agglomération, eh bien, vont entraîner une divergence. Alors, bien sûr, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Il suffit de se référer à Krugman, hein, Paul Krugman, Économie géographique, publié en 1991, qui a montré les effets d'agglomération, c'est-à-dire que lorsqu'on a un territoire qui devient attractif, eh bien, il attire le capital, il s'industrialise et il devient beaucoup plus compétitif. Mais la contrepartie de ces effets d'agglomération, c'est des effets de polarisation. C'est-à-dire que les territoires qui, eux, ne sont pas très attractifs, eh bien, eux perdent en investissement, perdent en attractivité et donc vont voir leurs usines disparaître. Alors, ce mécanisme-là, eh bien, il est à l'œuvre depuis la fin des années 90, depuis le début des années 2000, hein, puisque le marché unique, j'ai dit, il est instauré en 93, mais en réalité, il n'est mis en place qu'à partir des années 2000, c'est-à-dire qu'il faut organiser tout un ensemble d'institutions de libre circulation du capital, du travail, etc. Hein. Schengen, c'est 96, il me semble, ou 95, je ne sais plus. Les directives travailleurs détachés, c'est 96. La libéralisation de tous les services publics se fait en grande partie dans les années 90, elle aussi. Et donc, on instaure très progressivement la reconnaissance des diplômes, etc. La libre circulation du capital et du travail, hein, mais tout ça prend du temps. Et à partir de 2000, eh bien,
on peut regarder ce qui se passe dans l'Union européenne. Alors, c'est ce petit graphique-là que je voulais vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'évolution de l'emploi industriel au sein de l'Union européenne. Alors, je n'ai pas distingué sur ce graphique la zone euro. Alors, excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc, ah, ok. Oui, je vais aller vite. J'ai presque fini. Donc, nous avons ici l'évolution de l'emploi industriel en Europe et on voit très bien deux territoires. Un territoire périphérique ici qui perd beaucoup d'emplois industriels parce qu'il est éloigné de territoires centraux qui ont des effets d'agglomération et qui accumulent les investissements industriels et donc les emplois industriels. Nous avons donc dans cette zone bleue, eh bien, d'une part l'Allemagne, l'Autriche, hein, des pays donc à haut niveau salariaux, mais aussi les pays d'Europe centrale, qui eux bénéficient de la faiblesse, à la fois de la faiblesse de leur coût du travail, mais également de la proximité qu'ils ont avec l'Allemagne. Alors, un autre élément que je voulais signaler, c'est dans les divergences européennes, c'est les effets en matière politique, en fait, de cette divergence européenne, puisque nous avons par exemple à la fois donc l'effondrement de l'Europe du Sud, qui est la conséquence d'une désindustrialisation très rapide liée à la perte de compétitivité de ces pays, mais aussi des conséquences politiques. Alors sur lesquelles je suis revenu, je vais pas trop développer dans cet ouvrage de 2021, où je montre, il y a tout un chapitre consacré aux conséquences politiques avec l'émergence de mouvements populistes liés justement à ces flux de capitaux et ces flux de personnes. Et cela explique aussi la réticence de beaucoup de pays qui ont une démographie très faible et beaucoup de personnes qui partent au mouvement de population, notamment les pays d'Europe centrale. Alors bien sûr, on peut revenir aussi, ça fera plaisir à Jacques Sapir, sur les effets de la monnaie unique, hein, qui de fait rigidifie les ajustements budgétaires et monétaires nécessaires à comment dire, à réguler les pertes de compétitivité. Alors je termine, c'est ma dernière diapo, pour résumer les limites du fédéralisme européen. Alors d'abord, je permets de signaler très rapidement qu'il existe beaucoup d'intellectuels, notamment à gauche, qui, qui promeuvent un manifeste pour une démocratisation de l'Union européenne. Donc il y a un site internet ici, donc vous pourrez les voir. C'est un manifeste qui explique que il faut augmenter le budget européen, il faut que ce budget européen soit alloué aux différents États. Mais en fait, ce qui manque dans cette réflexion, de mon point de vue, c'est la question de la légitimité politique. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, pour qu'il y ait un fédéralisme, il faut que le niveau fédéral, le niveau européen, soit considéré par les populations mêmes comme plus légitime que le niveau national. On ne peut pas juste dire que parce que les gens votent pour des élections européennes au Parlement européen, eh bien que ces députés européens vont avoir davantage de légitimité que les députés nationaux. Or, pour qu'il y ait une légitimité, eh bien, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance suffisamment fort, culturel, historique, et de manière à ce que les pays qui perdent les arbitrages, qui perdent les conflits politiques, par exemple en France, si la France devait décider d'organiser un vote à l'échelle européenne sur son modèle de service public, eh bien, elle serait très certainement minoritaire. Et il n'est pas sûr que la population française accepte de se retrouver en situation minoritaire dans un État fédéral. Et donc, l'Union européenne ne peut fonctionner en fait que si elle ne tranche jamais un certain nombre de conflits, c'est-à-dire si elle ne politise jamais les choses. La bureaucratie européenne dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien en fait, elle est au cœur du système. Sans un système bureaucratique pour trancher les conflits, eh bien il y aurait donc du coup un système politique, mais du coup des votes, du coup le sentiment d'appartenir ou non à la majorité. Or, si le sentiment d'appartenance à l'Union européenne n'est pas suffisamment fort, eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens diront, puisque une autorité supérieure européenne a décidé pour nous, eh bien, on s'en va, puisque on n'est pas d'accord avec le fait d'être minoritaire dans notre propre pays, en quelque sorte. Le deuxième chose qu'il faut dire à ce niveau-là, c'est qu'il y a un gouffre, en fait, entre les visions
d'une certaine élite qui est polyglotte, qui est pro-européenne, qui pense que à l'échelle européenne, eh bien, beaucoup de choses peuvent se trancher de manière plus efficace. Et donc le reste de la population, qui très souvent ne parle pas forcément d'autres langues, a un sentiment d'appartenance à leur pays, à leur territoire national qui est fort, et qui n'accepterait pas forcément, qui s'implique peu dans l'Union européenne et qui n'accepterait pas forcément des décisions prises à l'échelle européenne. Bref, pour conclure, le marché unique et les règles similaires, hein, le fait d'avoir des règles communes dans un territoire qui est en fait au départ hétérogène, ne conduit pas mécaniquement à la convergence. Et dans le cadre de l'Union européenne, de la mise en œuvre d'un territoire hyper concurrentiel, eh bien, on voit bien qu'il y a des pays qui perdent et des pays qui gagnent. Et si on devait organiser à l'échelle européenne une forme d'union forcée, avec libre circulation du capital et du travail, organisation d'un grand marché, eh bien, on aurait certains pays, comme par exemple la Grèce ou le Portugal, qui pourraient n'avoir aucun avenir en tant que puissance économique, puisque leurs territoires sont excentrés, puisque leur industrie est déjà trop faible, et donc quel pourrait être leur avenir dans une Union européenne qui s'organiserait autour des règles des plus forts, des plus compétitifs. Et il me semble que ces questions-là ne peuvent pas être uniquement tranchées par une décision européenne politique qui conduirait, par exemple, à organiser des transferts financiers hein, pour aider les États les plus pauvres, parce que derrière, il y a des choses plus culturelles, plus profondes, qui s'imposent, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à une communauté nationale qui pourrait disparaître euh, du fait des forces économiques qui assèchent tout un ensemble d'économies, notamment les plus périphériques. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.